Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Peut-être habitez-vous au bord de la mer ou de l'océan, ou vous aimez y aller en vacances, peut-être même travaillez-vous sur les côtes, car finalement le littoral attire beaucoup de monde et d'activités. En France, nous avons 5500 km de côtes, bien plus avec les territoires d'outre-mer. À l'échelle européenne, c'est 95 000 km de côtes et tous ces littoraux sont mis à rude épreuve. Les dérèglements climatiques et l'élévation du niveau de la mer créent toute une série de réactions en chaîne qui se sont accélérées ces dernières décennies. Les risques côtiers face au changement climatique, c'est l'objet de cet épisode de Cap sur la transition. Et notre éclaireur du jour, c'est Alexandre Magnan, géographe et responsable de recherche vulnérabilité et adaptation au changement climatique à l'IDRI, bien sûr. C'est parti. Bonjour Alexandre Magnan. Bonjour. Ce qu'on appelle les littoraux de basse altitude, c'est-à-dire qui sont à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, affectent d'ores et déjà 11% de la population mondiale et environ 14% des richesses mondiales. Et l'évolution prévisible, selon les scientifiques, est inquiétante car la mer va continuer à monter sous les effets des émissions de gaz à effet de serre. On sait dans quelle proportion? On sait dans quelle proportion. On a des modélisations climatiques qui nous permettent de savoir que dans un scénario de réchauffement à plus de degrés à l'échelle planétaire, donc un scénario assez optimiste, on aura une élévation au niveau de la mer entre 40 et 60 centimètres à l'échelle mondiale. Et si on est sur un scénario d'émissions plus intense, donc un monde à plus 4 degrés par exemple, on aura d'une élévation au niveau de la mer entre 80 et 1 mètre, 80 centimètres et 1 mètre. Donc c'est conséquent. Et il faut dire que les conséquences sont déjà détectables, hein. Et les conséquences sont déjà détectables. On a beaucoup de travaux scientifiques depuis les dernières décennies, les 2 dernières décennies, qui montrent effectivement qu'on commence à sentir les effets du changement climatique concrètement. Alors, quels sont ces risques côtiers? Est-ce qu'on peut essayer de les définir, de les lister en quelque sorte? Oui, tout à fait. Il y a 4 grands types de risques finalement, qui vont nous affecter du fait de l'élévation du niveau de la mer. On a, l'érosion côtière, c'est-à-dire quand la mer grignote, la côte et donc le trait de côte recule, donc ça, c'est un problème. On a de la submersion marine, quand la mer envahit la terre. On a de la salinisation, un dépôt de sel lié à une submersion marine, mais aussi une salinisation des nappes phréatiques par en dessous. Et puis, on a, dans certaines zones comme l'Arctique, un problème qui est lié à la fonte du pergélisol, ce sol gelé en permanence qui n'est plus justement gelé et donc qui devient mou. Tout ça pose des questions d'habitabilité des littoraux, des questions pour l'agriculture, donc alimentation, eau potable, etc. Est-ce qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres? En d'autres termes, est-ce que être riche permet de mettre plus de moyens pour s'adapter? Être riche permet de mettre plus de moyens pour s'adapter, mais ça ne suffit pas. Évidemment, quand on est très pauvre, on a moins de moyens pour mettre en place des infrastructures comme des digues, par exemple, pour limiter les problèmes d'érosion côtière ou de submersion marine. Mais ça ne suffit pas, parce que tout n'est pas une question d'argent ou de pouvoir économique ou même d'influence politique. On a aussi beaucoup de processus sociaux, donc très humains, qui rentrent en ligne de compte pour expliquer l'ampleur des impacts éventuels. Et alors on fait quoi pour s'adapter? Quelles sont les solutions? Eh ben, écoutez, sur les littoraux, il y a un panel de solutions, qu'on connaît déjà très bien parce qu'on expérimente ces risques, littoraux depuis finalement des millénaires. Donc on a une connaissance, des réponses à apporter et en gros, ça va de rester sur le littoral à Mmh. partir. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix de société. Si vous voulez rester sur votre territoire littoral, même si la mer monte, vous pouvez par exemple mettre en place de la protection lourde, les digues dont je parlais juste à l'instant, ou des choses un peu plus légères comme des solutions fondées sur la nature quand on replante des forêts de mangroves par exemple. Donc ce sont des technologies éprouvées, tout ça? C'est des technologies éprouvées, on a beaucoup de connaissances ici et là sur ce qui marche pas et pourquoi. Donc Parfois on dans des a grandes villes, hein? et parfois dans des grandes villes. Donc on a beaucoup de connaissances. Après vous pouvez donc vous protéger, vous pouvez toujours décider de vivre avec le risque et surélever vos terres. C'est ce que font les Maldives, par exemple, avec des îles comme Ulumale. Ils ont construit une île artificielle à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc ça leur permet d'apporter une réponse à ce problème-là. On peut aussi s'accommoder. Donc là encore, on fait avec le risque.
On met des maisons sur pilotis, par exemple, pour éviter que, évidemment, la mer vous ravage votre carrelage. Où on change les cultures. Exactement. Donc on a tout un tas d'options et puis il y en a une quatrième qui, renvoie à cette idée de on accepte que la mer sera plus forte que On nous et bat dans en ce cas-là, retraite. on s'en va, on bat Ouais. en retraite, ça s'appelle le retrait stratégique et là, c'est une autre option assez complexe à mettre en œuvre, mais qui existe. Pourquoi c'est complexe à mettre en œuvre? C'est compliqué à mettre en œuvre parce que personne veut partir selon les territoires. Vous avez certains territoires dans lesquels il y a une vraie relation culturelle à la terre, à l'environnement. Et donc partir de cet espace-là, ça veut dire se déraciner de sa culture. Et ça, évidemment, ça implique des choses extrêmement compliquées. Et après, on a des questions tout simplement foncières. Les gens qui habitent sur le littoral, si on veut les emmener ailleurs, à l'intérieur des terres, où est-ce qu'on les met? Qui paye pour ça? Est-ce que Politiquement, c'est compliqué. politiquement, c'est compliqué. Juridiquement, c'est assez compliqué. Socialement, c'est compliqué parce qu'on peut avoir des populations à l'intérieur des terres qui ne sont pas très favorables à voir d'autres gens arriver. Ça demande un courage politique, mais certains l'ont fait et le font. Certains l'ont fait, le font. La commune d'Étré, en Charente-Maritime, pour rester chez nous, après la tempête Xynthia, a enlevé 12 maisons pardon, qui étaient sur le littoral et qui ont été très, très affectées par Mmh. Xynthia. On a décidé de ne pas les reconstruire, mais de relocaliser les gens. Donc ça se fait. Dans certaines îles du Pacifique, ça se fait. Depuis des millénaires. Aux Pays-Bas, ça se fait. En Nouvelle-Zélande, ça se fait. Donc c'est ce que je vous disais, on a une expérience des solutions. Dans beaucoup des podcasts de l'IDRI sur des sujets très variés, on s'aperçoit que face à des problèmes réels qui se posent, sont proposées parfois de fausses bonnes solutions. Est-ce que c'est le cas là encore? Est-ce qu'il y a finalement de mauvaises solutions face aux risques côtiers? Oui, oui, tout à fait. C'est tout le champ de la maladaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'on met en place une solution dont on se dit, elle est plutôt bien pour régler mon problème d'érosion côtière aujourd'hui. Je mets une digue, par exemple, mais on ne se rend pas compte qu'une digue, sur le temps long, ça demande un entretien technique et financier qui est assez conséquent. Et parfois, on se retrouve 2, 3, 4 décennies après avec des digues défaillantes et qui sont plus du tout efficaces face à l'arrivée de la mer. Quand on est New York, on peut les entretenir, mais c'est pas le cas de toutes les communes. Quand on est New York, on peut les entretenir. Ça revient à cette question des moyens financiers de tout à l'heure. Encore faut-il le vouloir et planifier sur 30, 40, 50, 60 ans le financement de ces ouvrages de défense. Ça, on ne sait pas bien faire. Dans d'autres endroits, évidemment, il y a d'autres options qui devraient être mises en place. Sinon, c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'il faut adapter les solutions au lieu. Exactement. Parfois s'adapter, parfois non. Exactement. Toute mesure n'est pas nécessairement une solution. Ça dépend vraiment des spécificités contextuelles. Il y a aussi des conséquences sociales qui peuvent être mal adaptées. Exactement. Je vous prends l'exemple des îles Carteret. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc dans le Pacifique. On a relocalisé les gens d'une petite île, de ce groupe des îles de Carteret, sur l'île principale de Bougainville. On les a mis à l'intérieur des terres. Donc on leur a dit, vous étiez pêcheurs, vous allez devenir agriculteurs. Donc ça déjà, c'est un problème culturel assez important. Et en plus, on les a relocalisés tous ensemble au même endroit, mais pas selon la structure traditionnelle du village d'avant. Et donc toutes les relations communautaires et identitaires ont été balayées et ça a créé d'énormes problèmes, sans compter que les autres communautés qui sont autour, à l'intérieur de Bougainville, n'étaient pas spécialement favorables à ce qu'on leur prenne des terres pour les donner à d'autres. Qui s'inquiète de tout ça, de ces risques côtiers? Qui gère, impulse la prise de décision? Tout est tellement interconnecté finalement. Oui, c'est toute la difficulté qu'on a quand on travaille sur ces sujets à l'IDRI, c'est-à-dire qu'on a besoin de politiques nationales fortes qui donnent un cap, qui donnent une direction. On a aussi besoin d'autorités locales qui ont le courage de mettre en place des choses. On a besoin d'acteurs économiques qui comprennent qu'on ne va plus urbaniser tel ou tel espace, mais on va plutôt faire autre chose. On a besoin des communautés, des populations, parce on a besoin qu'elles comprennent pourquoi on leur impose des contraintes aujourd'hui pour des bénéfices futurs et incertains. Et puis on a besoin de l'échelon international. L'IDRI travaille beaucoup à cette échelle-là, parce qu'on a besoin de trouver des cadres qui vont permettre au pays de s'engager dans ces démarches compliquées. Ouais. En France, donc à l'échelle nationale, est-ce que la réglementation va dans le bon sens? La réglementation avance, Vous souriez. donc elle va dans un sens. Est-ce que c'est le bon ou pas? Les décennies à venir nous le diront. La tempête Xynthia en France en 2010, dont je parlais tout à l'heure, a quand même fait bouger beaucoup de choses en termes de législation, etc. Mais on n'est pas encore à l'échelle, et là, on a encore énormément de choses à faire. Il y a des choses qui sont mises en place, mais ce que nous disent les analystes, c'est que vraiment, c'est pas au niveau. Et quand on sort du périmètre de la France, quelles sont les échelles de décision?
Eh ben, écoutez, l'échelle internationale, c'est quand même une échelle extrêmement importante, je vous le disais tout à l'heure, justement pour fixer un cadre et fixer un cap, exactement comme on a eu sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. On a besoin de cette vision de long terme commune, partagée, sur l'adaptation et ensuite ça renvoie aux accords régionaux, par exemple, parce que différents pays vont partager certaines ressources qui vont être affectées par le Comme un changement. delta, par exemple? Exactement. Les pays en amont vont avoir tendance face à la pénurie d'eau, soit parce qu'il y a moins de précipitations, soit parce que les glaciers fondent vite et ne fournissent plus, vont avoir tendance à créer des barrages, par exemple, pour justement garder l'eau et assurer leurs besoins économiques et de subsistance. Ce qui veut dire évidemment que en aval, si vous êtes le Bangladesh, vous avez moins d'eau qui arrive à la côte, moins de sédiments et beaucoup plus de problèmes. Donc c'est important de se parler C'est et de extrêmement travailler ensemble. c'est extrêmement important de se parler, de travailler ensemble parce que les décisions que vont prendre certains peuvent aggraver le risque de ceux qui sont en aval de la chaîne. Donc il y a vraiment une coopération régionale importante. Et l'échelle du débat public? Ah, le débat public, il est essentiel. La vraie question que pose le changement climatique, c'est les territoires et l'habitabilité future et les territoires qu'on veut dans le futur pour nos enfants. Et ça demande de discuter parce qu'il y a des intérêts convergents aujourd'hui, il y a des intérêts divergents aussi. On a besoin de se mettre autour de la table pour ensemble arriver à dégrossir le problème et à finalement définir une destination commune. Ça reste important à mettre en place. C'est capital. Merci beaucoup, Alexandre Merci à vous. Magnan. Je rappelle que le périmètre de vos recherches à l'IDRI, c'est la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique, notamment sur les littoraux. Merci de toutes ces explications. Merci à vous. C'est la fin de ce coup de projecteur sur les risques côtiers. Vous retrouvez tous les podcasts sur le site de l'IDRI, I2DRI, ou sur les plateformes en cherchant Cap sur la transition. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.